Bonsoir et bienvenue sur TV Fil 78 pour une nouvelle semaine d'actualité locale, d'informations locales. Et aujourd'hui, 19 janvier 2015, il sera question de cette centaine de soldats déployés dans les Yvelines afin d'éviter les actes antisémites. Le préfet a rencontré samedi les fidèles de la communauté de Versailles. Demain mardi, l'université de Versailles 50 ans en Yvelines se penche sur la liberté de la presse avec une conférence autour du rôle de la caricature depuis la Troisième République, une mise en perspective historique de l'actualité. Et puis à Saint-Cyr-l'École, pour les élections départementales de mars, les anciens alliés du Parti socialiste ont décidé de faire une liste commune. Invité Jean-Yves Maximilien, le responsable du Front de gauche sur ce canton. Le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles-Saint-Quentin propose donc demain, mardi, une conférence sur le thème Liberté de la presse et caricature dans la France républicaine. Nous sommes en ligne avec Christian Delporte, vice-président à la recherche et au développement scientifique de l'Université, professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des médias et du journalisme. Bonsoir Christian Delporte. Bonsoir. Vous êtes à l'origine notamment de ce rendez-vous. Vous vouliez aller au-delà de l'émotion et proposer une perspective historique au débat et aux discussions d'actualité. Il fallait mettre en perspective un petit peu ce qui se joue aujourd'hui. Oui, nous sommes dans une université. Et, dans cette université, il y a l'émotion, mais il y a également la raison, il y a la réflexion. Et en fait, mon propos est d'essayer de remettre un petit peu en perspective tous les débats que nous avons en ce moment autour de la liberté d'expression, en essayant de comprendre d'où vient cette liberté acquise par la caricature depuis plus d'un siècle. La caricature, justement, en France, depuis la Troisième République, ce sera l'objet de la conférence de demain. Mais quel a été son rôle, justement, à cette caricature dans la liberté, dans l'expression de la liberté de la presse ? D'abord, son rôle a été capital dans l'acquisition de la liberté de la presse, sous la monarchie, à l'époque de Daumier, et puis plus tard sous le Second Empire. Les caricaturistes, d'ailleurs, ont payé de leur personne. Ils ont été souvent condamnés et emprisonnés pour lutter pour cette liberté d'expression. Et puis, sous la République, ils ont toujours été les fers de lance de la liberté de la presse. On a tout de même l'impression que ces derniers temps, la caricature intéressait peu, en tout cas moins, les lecteurs, et que le public a redécouvert un petit peu la caricature et son rôle véritablement important. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui lorsque vous voyez tout le monde se ruer, notamment sur la publication Charlie Hebdo, ou brandir les caricatures, ou s'y référer ? C'est assez paradoxal parce que depuis 20-25 ans, le dessin de presse, au-delà de la caricature, disparaît peu à peu des journaux. Charlie Hebdo, c'est une exception dans le paysage de la presse française, et d'ailleurs de la presse européenne de manière générale. Parce que lorsque vous regardez les journaux les quotidiens, les hebdomadaires, il y a encore 30 ans, il y avait beaucoup de dessins. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Les dessinateurs sont une centaine à peu près qui arrivent à vivre de leur crayon. C'est peu de choses, mais évidemment, l'impact de la caricature est beaucoup plus important que sa diffusion sous forme papier, parce que la caricature, c'est de l'émotion, ce sont des choses très prégnante dans la fibre populaire. Et puis aujourd'hui, cette caricature, au-delà de la version papier, circule beaucoup grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Une dernière question. Charlie Hebdo qui tire à plus de 7 millions d'exemplaires, son numéro de mercredi dernier, vous réagissez comment ? Justement, là, on est sous le coup de l'émotion. C'est un moment très particulier de l'histoire de la presse française. Jamais un journal n'a été diffusé à 7 millions d'exemplaires. Les records jusqu'à présent, c'était autour de 2 millions 500 000 pour des événements très très particuliers. Ce qu'il faut, c'est, au-delà de cette émotion, eh bien que le journal vive. Il faut savoir qu'avant l'attentat, avant ce massacre, il n'y avait diffusé que 30 à 40 000 exemplaires de Charlie Hebdo. Donc, redécouvrons ce journal, redécouvrons la caricature et participons au combat pour jamais gagner pour la liberté de la presse. Merci Christian Delporte. Conférence donc demain, mardi, 14h30, Université de Versailles-Saint-Quentin. Nous en parlerons bien sûr dans notre prochaine édition. Nous y serons présents. En attendant, je vous laisse découvrir notre question du jour. Liberté de la presse, peut-on tout dire ? Vos réponses. Oui, on peut tout dire à partir du moment où ça choquerait pas le public. Et ça dépend de chaque personne. Chaque personne
Le mot liberté signifie pas forcément la même chose. Pour moi, je pense qu'on peut tout dire. Après, celui qui veut pas entendre, il a qu'à regarder ailleurs. Il y en a plein il y a plein de journaux. Non, quand ça blesse les gens, non. Je m'autorise pas à blesser les gens. Je vois pas pourquoi d'autres personnes, au nom d'une liberté, blesseraient d'autres personnes. Il y a une notion de respect. Et quand le respect n'est plus là, la liberté n'a plus de sens. Moi, je pense que oui. On est quand même dans un pays où on peut s'exprimer. Après, c'est à chaque personne, disons, de penser ce qu'il veut. Sinon, si on nous interdit d'interdire, on fait quoi ? Nous restons sur ces événements tragiques de ce début d'année. Les sites de la communauté juive des Yvelines notamment font l'objet d'une protection particulière de la part des militaires. Exemple devant la synagogue de Versailles. Le préfet s'y est d'ailleurs rendu en personne ce week-end. Catherine Zulato. Des militaires du 152e régiment d'infanterie de Colmar en faction devant la synagogue de Versailles, c'était ce samedi matin. Et depuis ce week-end, ce sont en tout 11 sites principaux de la communauté juive dans le département qui font l'objet d'une surveillance particulière de la part de l'armée. Crèches, écoles et lieux de culte. Le préfet a d'ailleurs rencontré Samuel Sandler, le président de la communauté versaillaise, pour expliquer le dispositif et rassurer. Sur chacun des sites, il y a une équipe de 12 militaires qui se relaient pour assurer une permanence H24 et pour protéger la communauté et rassurer la communauté. Notre objectif, c'est de dire à la communauté qu'on est bien sûr avec elle dans ces moments difficiles et douloureux et qu'on lui donne les moyens de sa sécurité. Vous savez que les attentats ont ciblé fortement la communauté juive, au moment notamment des très graves actions de l'hypercacher à Paris. Donc la communauté juive se sent vraiment meurtrie. Les 11 lieux faisant l'objet d'une surveillance particulière se situent notamment à Versailles, mais aussi, comme ici, à Maurepas. D'autres villes sont concernées, Poigny-la-Forêt et un peu plus loin Poissy, Sartrouville ou encore Saint-Germain-en-Laye. Ce mardi, le préfet des Yvelines rassemblera tous les chefs d'équipe afin de faire le point sur le dispositif et présenter une feuille de route. Il sera aussi question de l'organisation des rapports entre militaires, police nationale et police municipale. Le plan Vigipirate Alerte Attentat mobilise 10 000 militaires en France, 6 000 rien que sur l'Île-de-France et 132 dans les Yvelines. Une réaction à présent, celle de Jamel Debbouze. Le natif de Trappes s'est exprimé suite aux événements hier soir sur l'antenne de TF1. Il a évoqué sa religion, mais aussi sa famille et sa vision de la France. Il se dit particulièrement meurtri. Écoutez. J'ai passé mon temps à pas dire que j'étais musulman. Pas parce que j'en étais pas fier, loin de là, parce que je considérais que c'était pas un sujet, qu'on n'avait pas besoin d'affirmer son identité, sa différence, qu'on était tous pareils. C'est peut-être un peu utopique aujourd'hui, je me dis, mais c'est vrai, j'ai jamais eu besoin de le faire aujourd'hui. J'ai presque besoin de le revendiquer, comme pour dire ne vous inquiétez pas, on est pareil malgré nos différences. Je suis français, musulman, artiste. Je suis né à Barbès, j'ai grandi à Trappes. Je suis père de 2 enfants, marié à une chrétienne, journaliste, très très belle. Et ça pour moi c'est la France. Il y a eu 200 incidents d'enfants qui n'ont pas voulu respecter la ligne de silence. Qu'est-ce que vous dites à ces enfants-là ? Je dis que c'est complètement débile, que c'est irrespectueux, que ça ne se fait pas de ne pas respecter les morts. On ne se comporte pas comme ça. C'est sans précédent ce qui est arrivé. C'est arrivé au cœur de la capitale et ça concerne tout le monde. Et tout le monde a été touché, tout le monde a été meurtri par ce qui s'est passé. Ces gamins-là, c'est qu'ils ne sont pas éduqués, ou ne sont pas encadrés, ou ne sont tout simplement pas aimés. Une autre information qui concerne Versailles, où un homme de 87 ans s'est fait voler 200 € et les clés de sa maison vendredi dernier. 3 faux policiers sont parvenus à s'introduire chez lui en prétextant vouloir arrêter un autre homme venu, lui, se présenter à sa porte pour proposer de réaliser des travaux de jardinage. Les 4 complices sont toujours recherchés par les services de police. Politique, les cérémonies de vœux se poursuivent en ce mois de janvier pour les élus. Vendredi dernier, c'est le maire d'Elancourt qui s'est adressé à ses homologues, aux responsables d'entreprise ou encore chefs d'association. Un discours très porté sur les questions économiques. Fidèle à son habitude et fort de son nouveau statut de premier adjoint en charge des questions économiques à l'agglomération de Saint-Quentin, le maire d'Elancourt, l'UMP Jean-Michel Fourgousse, a mis l'accent lors de son discours pour la nouvelle année sur les entreprises, saluant le travail de ses dirigeants face aux choix jugés mauvais du gouvernement. Un discours également empreint donc d'inquiétude avec la chute des dotations de l'État. 3 millions d'euros en moins et c'est le projet d'aménagement de la colline d'Elancourt ou encore la rénovation du gymnase Lionel Terret qui sont gelés. François Hollande plus qu'égratigné avec une nouvelle charge contre les rythmes scolaires, mesure coûteuse et inutile selon le premier magistrat de la ville.
lui qui préfère rappeler les efforts réalisés à Elancourt pour le développement du numérique entre TNI et tablettes. Pas d'annonce à proprement parler pour cette nouvelle année, mais un souhait exprimé à la fin de la cérémonie, faire d'Elancourt un modèle d'innovation et d'exemplarité. On passe à présent aux élections départementales 22-29 mars prochain. Je reçois Jean-Yves Maximilien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du Front de gauche sur le canton de Saint-Cyr-l'École et vous avez décidé de rejoindre Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, le Parti de gauche et Nouvelle Donne également pour la campagne qui va s'ouvrir. Une alliance sans le Parti socialiste. Pourquoi ? Il n'y a pas eu d'alliance avec le Parti socialiste au premier tour depuis très longtemps pour ces élections cantonales, que ce soit en 2011, que ce soit en 2004. Il n'y avait pas d'alliance au premier tour avec le Parti socialiste. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent, en tout cas très différent, à vrai dire, dans la mesure où, que ce soit au niveau national, ou que ce soit au niveau départemental, la population subit une austérité importante, grandissante, et l'ensemble de ces partis ont appelé à une manifestation le 15 novembre pour une alternative à l'austérité. Et donc, suite à ce rassemblement, nous avons décidé de nous rassembler également au niveau départemental sur le canton de Saint-Cyr. Quels sont les sujets qui bloquent avec le Parti socialiste? Même si vous nous dites que ce n'est pas inédit, qu'il a toujours été comme ça au premier tour, de ne pas avoir d'alliance avec les socialistes, on pourrait dire qu'effectivement le contexte est un peu différent, que la gauche est mise à mal ces derniers temps et que l'UMP a progressé, est revenu dans le jeu, que le Front National aussi a fortement progressé. On pourrait imaginer dès le premier tour cette union de la gauche pour faire barrage aussi à la droite, à l'extrême droite? Alors je pense qu'aujourd'hui on doit redonner de l'espoir dans une vie meilleure pour les populations du canton et au niveau national, et que le Parti socialiste au niveau national ou même d'ailleurs dans le canton n'a pas fait la preuve de cet espoir qu'il a promis mais qu'il n'a pas tenu. Et donc en décrétant cette politique d'austérité depuis l'élection de 2012, on voit bien qu'au contraire, il bloque, il enterre l'espoir de tout le monde. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que l'on voit cette montée du Front National, où les gens sont, je dirais, pris entre plusieurs feux et ne pouvant pas cautionner ni la droite ni le Front National, ni le PS, pardon, s'engagent vers le Front National. Nous, ce que l'on veut justement dire en s'exprimant dans ce rassemblement, c'est qu'il y a une autre voie possible contre l'austérité et pour la fraternité également, dans la mesure où nos valeurs, c'est exactement les valeurs que l'on veut défendre. Ça va se traduire comment concrètement les points que vous allez mettre en avant pendant cette campagne sous cette bannière commune? Alors, concrètement, le département des Yvelines, c'est un département riche. Il est un des plus riches de France. Avec de fortes disparités. Avec de fortes disparités, il est vrai. Mais pour autant, si on compare par rapport à d'autres départements voisins, le Val-de-Marne, qui a à peu près une population équivalente, 1 400 000 habitants en gros, d'un côté on a pratiquement 300 millions de budget supplémentaire qui est généré dans le Val-de-Marne au profit des populations que dans les Yvelines. C'est énorme. On voit bien par exemple un exemple pour les collèges. Le budget du Val-de-Marne est le double que celui des Yvelines. Là, on voit bien qu'il y a des disparités qui sont politiques. Les priorités ne sont pas mises au bon endroit. Exactement. Ces disparités sont réellement politiques. La politique notamment du Val-de-Marne est de miser sur le soutien aux familles, le soutien aux services publics, et ce qui n'est pas le cas du tout dans les Yvelines, malgré un très faible endettement. Et donc il y a des possibilités, il y a des moyens financiers pour le département des Yvelines. Un axe prioritaire, nous on est dans un canton qui englobe, on va dire, qui chevauche la plaine de Versailles, et dans cette plaine il y a des
je dirais, comment dire, du potentiel de développement, notamment en ce qui concerne l'agriculture et le développement de production locale pour permettre d'alimenter la population proche. Nous voulons aussi mettre en avant le développement des services publics, notamment en ce qui concerne les transports. On est dans un carrefour important à Saint-Cyr notamment, et on a une gare qui rayonne sur une partie importante du département, et en fin de compte, elle est complètement saturée, notamment de voitures. Donc nous défendons l'idée qu'il faut peut-être un pôle multimodal, de façon à drainer vers cette gare des bus, ce qui désengorgerait bien sûr les voies de circulation automobile et qui faciliterait la vie de tout le monde. Le canton de Saint-Cyr qui couvre aussi Bois d'Arcy et Villepreux, pour bien resituer les Bois d'Arcy, communes. Saint-Cyr, Villepreux, Fontenay, Rennes-Moulin et Chavenay. Voilà, pour les différentes communes. Si vous résidez sur ces villes, voilà pour le canton. En plus, il y a eu des redécoupages dans le département. Tout cela est peut-être un peu confus pour les électeurs qui, des fois, ont aussi du mal à se mobiliser. Juste pour en revenir à cette campagne, le duo socialiste qui sera présenté d'ici la fin de la semaine, ce sera Jean-Philippe Mallet, Fabienne Gelgon, qui représentera Villepreux notamment. Jean-Philippe Mallet qui est le candidat sortant sur ce canton. Vous avez échangé avec lui déjà, justement, sur cette volonté, sur ce manque d'alliance? Est-ce que à vrai dire, non. Aussi au second tour il devait me recontacter, on s'était croisés au 11 novembre, il devait me recontacter, il ne m'a pas recontacté. Donc, j'en déduis que peut-être qu'il n'éprouvait pas le besoin de me recontacter. Bon. Donc vous attendez le sort du premier tour pour voir un petit peu comment vous positionnez? Alors, écoutez, moi je pense que le rassemblement que l'on défend sera au deuxième tour des élections cantonales. Nous avons, donc alors évidemment, bien sûr, il sera temps de discuter avec Jean-Philippe Mallet, mais ce qui s'est passé ces 2 derniers mandats est emblématique de ce que l'on ne veut pas. Nous, dans ce rassemblement, c'est que les élus fassent, je dirais, leur mandat sans en référer aux électeurs. En 2004, donc j'étais candidat et au premier tour, et nous avons discuté au second tour de notre soutien au candidat Jean-Philippe Mallet, Claude Vuillet à l'époque. Nous avions assorti notre accord d'un certain nombre de points qu'il devait intégrer dans son programme, ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu concrètement la réalisation de ces points durant les 6 ans, les 7 ans d'ailleurs, puisque ce mandat a duré 7 ans. Même topo, je peux dire, en 2011, quand nous avons été candidats, le Front de gauche a été candidat, et au deuxième tour, il a fallu discuter avec Jean-Philippe Mallet aussi, qui était titulaire. Et là aussi, les différents points sur lesquels on était tombé d'accord n'ont pas été mis en œuvre par Jean-Philippe Mallet. Donc je pense que c'est de la responsabilité d'un élu, d'une part, de tenir ses engagements, et d'autre part, d'en référer à la population qu'il prétend représenter. Et ça n'a pas été fait, ni en 2004, ni en 2011, ni depuis. Mais vous nous dites votre rassemblement sera au second tour. Ça veut dire que vous misez sur un très bon résultat, puisque la participation est en général faible. Et pour qu'il y ait une triangulaire, il faudrait qu'il y ait une forte participation pour que tous les partis s'y retrouvent. Là, vous pensez pouvoir être en mesure de passer même devant le Parti socialiste ? Alors, le problème, il n'est pas tellement de passer devant le Parti socialiste. Le problème, il est de rassembler les électeurs sur un programme réellement à gauche et de faire en sorte que ce programme devienne majoritaire. Évidemment, rien n'est gagné d'avance, ça c'est évident, mais je dirais qu'on a comme ligne de mire ce qui se passe aujourd'hui en Grèce. Syriza est aux portes du pouvoir, on peut dire. Il y a des élections en Grèce le 25 janvier. Syriza est un parti qui a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, il ne pesait pas grand-chose. Et il est né du rassemblement de différentes forces politiques de gauche qui voulaient une alternative aux politiques austéritaires qui étaient menées en Grèce à l'époque par, alternativement, le Parti socialiste ou le Parti démocrate de droite. Justement, votre adversaire sur cette campagne-là qui va s'engager, c'est le Parti socialiste ou c'est l'UMP qui sera représenté notamment par le maire de Bois d'Arcy, Philippe Benassaïa? Les deux? L'adversaire, il est clairement à droite. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, ce que l'on défend, c'est, comme je le disais, une alternative de gauche.
Aujourd'hui, si moi je peux pas penser que Jean-Philippe Mallet, qui a fait un mandat qui était, je dirais, très peu visible, puisse représenter l'ensemble de la gauche correctement pour ce futur mandat. Je pense que, en effet, ce rassemblement que l'on crée aujourd'hui, qui est basé sur des vraies valeurs de gauche, de progrès, de fraternité, sera en capacité de rassembler largement au-delà de ce que représentent les partis assemblés aujourd'hui. Et je pense que une bonne partie des électeurs socialistes qui ne se retrouvent pas dans les politiques nationales du Parti socialiste, la politique est également faite localement, pourra se retrouver dans notre rassemblement. De votre collectif. Et bien sûr, j'appelle toutes les forces politiques de gauche et toutes les personnalités et citoyens qui pensent défendre ces valeurs à nous rejoindre, bien sûr. Et les noms de ces candidats pour incarner ce programme ne sont pas encore connus, puisque vous allez bientôt vous réunir, les différentes instances. Jeudi, on décidera de l'ensemble de nos 4 candidats, parce que nous, on pense que puisqu'il y a la possibilité d'avoir 2 titulaires et 2 suppléants, nous serons 4 candidats. Vous serez donc 4 candidats à mener cette campagne, même si en cas de victoire, il n'y en a que 2 qui vont siéger, pour bien repréciser tout de même les choses et les règles telles qu'elles sont définies aujourd'hui. Merci Jean-Yves Maximilien, responsable Front de Gauche, donc à Saint-Cyr-l'École. Toujours concernant les départementales, mais sur le canton de Morpas-Chevreuse, cette fois-ci, le même cas de figure se retrouve. Les forces de gauche ne parviennent pas à faire l'union avec les socialistes. Le collectif Autre Monde de Manille-les-Hameaux a rejoint Europe Écologie Les Verts, le parti de gauche, le parti communiste. Des alliés qui espèrent mettre à mal le PS et ne craignent pas de favoriser une victoire facile de la droite. Pour faire l'alliance avec le Parti socialiste, il faudrait qu'on soit d'accord avec beaucoup de choses sur la politique qui est conduite. Or, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait dans les gens qui se sont réunis aujourd'hui beaucoup de points d'accord avec la politique qui est suivie aujourd'hui sur les questions environnementales, comme sur les questions sociales, comme sur les questions économiques, voire sur les questions de la paix. Les grandes lignes sur lesquelles nous bâtirons notre proposition, c'est d'une part de travailler au niveau du département pour la transition écologique et deuxièmement pour réduire les inégalités sociales dans notre département en développant notamment les services publics. Santé, le deuxième patient à avoir reçu le cœur artificiel Carmat en août dernier se porte bien. La société française basée dans les Yvelines annonce qu'il a quitté l'hôpital en début d'année pour regagner son domicile. Après le décès du premier patient et la suspension du protocole durant quelques semaines, celui-ci se poursuit finalement. 2 autres malades devraient être opérés avant que les résultats définitifs ne soient publiés. Un mot de sport et du rugby. Après la défaite à Reims, le Sky Rugby avait l'occasion de se relancer avec la réception de la Lanterne Rouge Bonneuil ce week-end. Très brouillon, les Saint-Quentinois gagnent, mais sans la manière. Le résumé d'Anthony Reich. Les matchs entre un candidat à la montée et une équipe condamnée à la relégation sont souvent des pièges pour les favoris. Et face à Bonneuil, le Sky Rugby est tombé dans la tenaille. Pourtant, tout avait bien démarré pour les joueurs de Guillaume Payen qui avaient ouvert le score sur un essai collectif des avants. Mais alors que le Sky maîtrise plutôt bien son sujet, le tournant du match arrive peu avant la mi-temps. Coupable d'une faute d'anti-jeu volontaire, le deuxième ligne de Bonneuil écope logiquement d'un carton jaune qui se transforme en rouge pour contestation. Les joueurs du Val-de-Marne vont devoir jouer plus de la moitié du match à 14 contre 15. Et c'est à partir de cette expulsion que le Sky Rugby va entrer dans un faux rythme, multipliant les fautes de main et les imprécisions. Les Saint-Quentinois se font peur et voient revenir Bonneuil au score même à 13 contre 15. Il aura fallu attendre les toutes dernières minutes de jeu pour voir David Martini plonger dans l'embut suite à ce ballon porté des avants, avant une dernière banderille de Jérémy Barbier à la 80e minute qui scellera le succès du Sky Rugby 27-14. Le club se hisse à la 2e place, mais sur la pelouse de Montmorency lors de la prochaine journée, il faudra montrer un tout autre visage pour rester dans la course à la montée. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a plus d'espace, eux qui sont à 14 depuis pendant plus d'une mi-temps, et même quand ils sont à 13, on n'arrive pas à enchaîner, on fait à nouveau des passes quand il faut garer le ballon, on fait des mauvaises passes, des mauvaises réceptions, et plein d'erreurs techniques, qui fait qu'au final, les erreurs techniques font qu'on n'arrive pas à scorer, jamais. Donc jusqu'à la fin, ils y croient, ils peuvent prendre un bonus défensif, et encore une fois, on est bien content d'être avec le bonus off à la fin, c'était vraiment pas croyable.
C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain, mardi, aux mêmes horaires pour l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite sur TV Fil, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Sport proposé, présenté, préparé par Anthony Reich.